On a essayé de faire une présentation assez complète de ce qu'est l'économie circulaire, l'écologie industrielle et du coup les missions qu'on peut mener. Aussi ce qui se passe sur le territoire, ce qui s'est passé sur le territoire et ce qui va se passer sur le territoire. Vous allez, pour ceux qui ne savent pas encore, comprendre qu'on est quand même sur un territoire assez exceptionnel sur ces sujets-là. Et puis, on finira sur la partie freins et leviers pour mener les différentes actions. Alors, très rapidement sur les définitions de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle et territoriale. Voilà, l'économie circulaire, voilà, c'est la définition de l'État, consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Donc en fait, l'économie circulaire, elle est composée de 7 piliers. Donc là, vous avez ces différents piliers. Ça va de l'éco-conception au sujet de l'écologie industrielle. Donc ça, c'est le cœur de métier d'Ecopal. Donc je reviendrai spécifiquement dessus après. L'économie de la fonctionnalité. Après, tout ce qui est allongement de la durée d'usage avec le réemploi, la réparation, la réutilisation. Et tout ce qui est le recyclage. Donc là, finalement, sur l'économie circulaire, on peut faire déjà pas mal de choses sur différents sujets autour de ces 7 piliers. Ensuite, sur l'écologie industrielle et territoriale, alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, justement, c'est une petite vidéo de l'ADEME. Mais si moi, je devais résumer l'écologie industrielle et territoriale, c'est la création de synergies. Création de synergies entre les acteurs, des synergies de mutualisation et des synergies de substitution. Normalement, en ligne, vous devrez avoir le son. L'EIT, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des 7 piliers de l'économie circulaire. L'écologie industrielle et territoriale vise à optimiser les échanges de flux à l'échelle d'un territoire. Concrètement, une entreprise a des flux entrants, des matières premières, de l'énergie, et des flux sortants, des déchets, des coproduits, des effluents. L'EIT, c'est boucler les flux entre acteurs du territoire pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Et cela marche pour toutes sortes de flux. L'énergie, les déchets, l'eau. Il est également possible de mutualiser les ressources. Mutualisation des équipements, des services et des transports. L'EIT permet donc de générer des gains économiques pour les entreprises tout en augmentant l'attractivité du territoire. Pour se lancer dans une démarche d'EIT, il faut quoi? Premièrement, le rôle essentiel est celui de l'animateur. Il est chargé d'animer des ateliers pour faire se rencontrer les entreprises, créer un climat de confiance ainsi qu'un réseau. Ensuite, il faut analyser les données recueillies au sein d'un outil de collecte de ressources pour identifier les synergies possibles et contribuer à leur concrétisation. Enfin, il est important de suivre puis d'évaluer la démarche, évaluer les gains environnementaux, les gains économiques et les gains en emploi. Donc voilà sur la partie définition. Alors quand je parlais de synergie de mutualisation, de substitution, on aura plein d'exemples après. On peut mutualiser des services, on peut mutualiser des collectes, on peut mutualiser des achats, des équipements, même du personnel. Et sur les synergies de substitution, simplement, c'est faire du déchet de l'un la matière première de l'autre, mais ça peut être plein de typologies de substitution, la chaleur, la matière, de l'eau et autres. Alors maintenant sur la partie territoire. Alors je reprends le terme forcément de Laguerre, le territoire Flandre-Dunkerque, hein, on élargit le périmètre et les caractéristiques du territoire, voilà, Jean-François, tu as l'habitude de les rappeler dans tes présentations. C'est un territoire portuaire, industriel, énergétique, urbain et agricole. Je ne vais pas tout vous représenter, hein, tout ce qu'il y a sur le territoire, mais en fait, l'important, c'est de voir la diversité aussi des différentes thématiques du territoire qui permettent aussi de développer des synergies autres que purement industrielles ou que purement agricoles. Voilà, il y a des synergies aussi qui peuvent se faire entre les différents secteurs.
Alors, le territoire dunkerquois, c'est un territoire précurseur. Ça, c'est sûr. euh, Enfin, je vais parler d'Ecopal après, mais on participe au réseau national de l'écologie industrielle et territoriale. Et j'étais à Marseille il y a 2-3 semaines sur les rencontres nationales de l'EIT. Donc EIT, c'est écologie industrielle territoriale. C'est marrant quand on vient du Dunkerquois de voir vraiment des remarques des autres personnes, des autres territoires, de dire voilà, Dunkerque, c'est l'Eldorado de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle. Et du coup, on a fait une petite frise chronologique des projets. Alors, il n'y a sans doute pas tout, il n'y a pas tous les projets existants ou passés sur cette frise-là, mais je pense qu'il y a au moins les plus importants de ces projets-là. Donc finalement, l'économie circulaire et l'EIT démarre il y a très longtemps sur le territoire dunkerquois. Ici, on a plus la valorisation de gaz et de chaleur, voilà, avec ArcelorMittal qui s'appelait Usinor, la valorisation des eaux réchauffées du CNPE pour l'aquaculture, le réseau de chaleur. Donc ça, c'est vraiment les premières grosses synergies du territoire sur la partie énergétique. Et ensuite, en 89, sur la partie matière, voilà, le territoire dunkerquois était dans les premiers pour mettre en place le tri sélectif des déchets. Alors ensuite, on part sur les années 2000. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre 89 et 2000, c'est rien passé, hein. Je vous rassure. Il y a eu des choses, mais comme je vous l'ai dit, on a pris les choses les plus importantes. Et donc, du coup, la création d'Ecopal. Alors, Lagure a fêté ses 50 ans, nous, on a fêté nos 20 ans. Et donc, on est la première asso à avoir été créée en 2001, première asso en France, à travailler sur les sujets d'écologie industrielle et territoriale. Et donc, c'était suite à la volonté d'une bonne quinzaine d'entreprises, et forcément avec le soutien de la communauté urbaine de Dunkerque, de travailler sur ces sujets-là. Mais voilà, ces entreprises-là, ce n'était pas leur cœur de métier de travailler sur l'économie circulaire ou l'écologie industrielle. Et donc, elles souhaitaient justement avoir un animateur, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, l'importance de l'animateur pour pouvoir créer des synergies entre les acteurs. Aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents et on propose différents services aux adhérents. Alors, dans les adhérents, on a voilà, des grands groupes, hein, on a des TPE, PME, on a aussi universités, écoles et territoires. Donc forcément, l'accompagnement n'est pas le même en fonction de la typologie des acteurs. Donc après, voilà, vous avez d'autres projets sur le territoire, l'ouverture du centre de valorisation énergétique et organique. Ensuite, forcément, je ne pouvais pas ne pas mettre la création d'étoiles. Donc, alors là, c'est la toile énergétique, elle est apparue un peu plus tard, mais elle a son importance dans la détection aussi, et puis dans l'analyse des synergies d'un territoire. Et donc, en 2008, je te laisse la parole, du coup, Marc, sur la partie valorisation des sédiments. Ouais, en 2008, sur le port, on cherchait depuis quelques années un outil pour valoriser nos sédiments de dragage dits non immergeables. Alors, c'est un peu technique, hein, mais le principe, c'est qu'on doit draguer nos chenaux d'accès hein, pour faciliter l'accueil des navires dans le port. Et un certain nombre des bassins qui sont dragués présentent des niveaux de contamination parfois importants qui imposent d'un point de vue réglementaire la mise en décharge hein, finalement de ces matériaux et ce qui forcément représente un coût exorbitant vu les volumes associés hein. On avait estimé un besoin de l'ordre de 50 000 m3 par an à gérer. Et de ce fait-là, on a travaillé avec les mines de Douai, notamment dans le cadre de la démarche Cédi Matériaux, à des solutions de valorisation de ces sédiments qui sont des vases, hein, vases dites non immergeables,
non immergeables parce que en fait, les sédiments qui sont pas pollués, on peut les clapper en mer, les rejeter en mer comme on le fait majoritairement. Et donc l'idée, c'était de développer un site capable de traiter ces matériaux et de les réemployer dans des filières de valorisation que vous avez à l'écran. Donc on a réalisé des écomodelés paysagers, des blocs béton et des surfaces de voirie. Donc ça fait maintenant près de 13 ans que ça dure et que ça fonctionne plutôt bien. Donc là maintenant on est dans une démarche à tenter de se renouveler par rapport à ces matériaux-là, mais j'en parlerai par la suite. Mais voilà, une belle démarche qui a été mise en œuvre sur le port, d'abord par nécessité et qui ensuite est devenue une vraie opportunité pour nous pour valoriser ces matériaux qui semblaient perdus et coûteux pour nous. Alors ensuite, il y a eu encore beaucoup de choses et on voit que sur ces dernières années, le nombre de projets s'accélère. Voilà, on parle du projet GRID de production d'hydrogène sur Capelle-la-Grande. Ensuite, la construction du terminal méthanier et le lien qui s'est fait entre la centrale et ce terminal-là pour valoriser, pour regazéifier le gaz liquide. On a eu aussi l'implantation d'Ecosem, alors une belle image de Lagure qui présente la synergie d'ArcelorMittal, mais aussi avec Ecosem, où on voit que Ecosem récupère les laitiers sidérurgiques d'ArcelorMittal. Donc ils le broient, ils en font un laitier moulu qui permet de fabriquer du ciment. Et donc ils valorisent ce laitier, donc c'est des quantités très importantes. Ils ont une capacité de 750 000 tonnes par an, donc c'est une synergie vraiment très très importante sur le territoire. Et ils valorisent aussi les gaz sidérurgiques d'ArcelorMittal, justement pour sécher cette matière-là. Donc il y a une double synergie entre ces acteurs-là. Et bon, on verra après, mais ça montre aussi que c'est un site qui est récent et que par l'économie circulaire, par l'écologie industrielle, on peut créer aussi de la valeur et créer de l'emploi. Et je dirais même plus, on peut attirer l'écologie industrielle et l'économie circulaire, ça devient un levier d'attractivité pour le territoire. Les industriels qui frappent à notre porte aujourd'hui, les premières questions qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce qui est disponible? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a ces entrants chimiques-là? Et le rôle que le territoire a, justement, c'est de les accompagner pour créer ces synergies. Mais je peux vous dire que c'est vraiment un sujet très important dans les implantations industrielles d'aujourd'hui. Et donc, sur le reste des projets en cours, il y a différents projets qui tournent autour du CO2, de la méthanisation, de l'hydrogène. Donc ça, c'est des gros projets, à venir. Et je note aussi, du coup, le fait que Dunkerque, le territoire QCCHF a été retenu dans le cadre de Dunkerque l'énergie créative, un territoire d'innovation, et que du coup, il y a un certain nombre de projets qui avaient été déposés dans ce dossier et qui concernent en fait l'écologie industrielle et l'économie circulaire. Voilà, donc c'était une grosse partie. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses sur le territoire dunkerquois, donc c'est normal. Et on a essayé de résumer en quelques chiffres ce qu'apporte l'économie circulaire sur le dunkerquois. Alors là, vous verrez que les chiffres qu'il y a là, c'est pas l'ensemble des projets. C'est seulement on va dire les plus gros projets du territoire en quelques chiffres. Donc, il y a quand même des chiffres qui parlent, 5 milliards de mètres cubes de gaz sidérurgique valorisés, quasiment 1 million de tonnes de CO2 évitées, 550 gigawattheures de chaleur fatale valorisée, la matière valorisée aussi, plus de 750 000 tonnes. Et sur les projets, sur les quelques gros projets spécifiques à l'économie circulaire, on est à 120 emplois créés et 180 pérennisés. Alors, ces indicateurs ils méritent d'être mis à jour régulièrement. Et donc, il y a un travail qui se fait, qui a été lancé par le GPMD sur les indicateurs. Oui, un travail avec l'Université du Littoral Côte d'Opale, le projet IMPEC,
comme vous pouvez le voir. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre en place des indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques qu'on met en œuvre en matière d'économie circulaire sur le territoire portuaire et voir, observer les bénéfices de façon chiffrée dans le temps. Parce que c'est vrai qu'on a du mal des fois à dire, par exemple, sur l'amélioration de la qualité de l'air, quelle est la part qui vient de peut-être du trafic maritime qui fait des efforts, du trafic routier, des démarches de synergie qu'il peut y avoir entre les entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur des indicateurs fiables pour avoir une meilleure vision. Vision qu'on retrouve aussi au travers Dunkerque l'énergie créative, qui prévoit aussi un certain nombre d'indicateurs en matière de suivi des thématiques d'économie circulaire. Alors maintenant, sur les actions en cours et à venir, alors il y a différents sujets. Alors, on aurait pu en prendre plein d'autres, on en a sélectionné 5. Donc, il y a les collectes mutualisées. Donc ça, c'est une action historique qu'on mène chez Copal depuis au moins 15 ans, on va dire. L'objectif, c'est de collecter de façon mutualisée les déchets pour les entreprises. Donc voilà, vous avez une liste de ce qu'on peut collecter. On travaille avec des prestataires partenaires. Nous, on joue le rôle de centralisateur auprès de nos adhérents, de conseil auprès de nos adhérents, de dire bon, j'ai tel type de déchets, est-ce que ça rentre dans une des collectes? Si oui, du coup on peut l'inscrire. Sinon, on cherche une solution de valorisation. Et donc voilà, les entreprises s'inscrivent, ce qui permet du coup d'optimiser le transport du prestataire, du coup d'avoir une optimisation environnementale et économique. Donc les entreprises, elles y gagnent de façon économique et forcément de façon environnementale aussi. Donc aujourd'hui, on a environ 80 structures qui participent à ces collectes et ça représente 440 tonnes de déchets mutualisés collectés par an. Alors, nous, on s'assure après que le prestataire soit une valorisation locale en fait, de la matière. Donc voilà, on accompagne l'entreprise à mieux valoriser ses déchets. Alors sur le sujet de PNRU, alors on est spécialiste ici, ça fera une transition sur le sujet d'après. Donc il y a une vraie volonté en fait d'avoir une démarche NPNRU, donc c'est le nouveau programme national de renouvellement urbain, de faire de ce projet-là un sujet exemplaire sur l'économie circulaire. Voilà, parce qu'il y aura alors le terme c'est démolition, mais moi j'ai envie de dire déconstruction. La démolition, de la reconstruction, voilà, de différents bâtiments, de logements. Voilà, on a les chiffres qui sont affichés. Donc tout ça, ça va générer du gisement de matière. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les valorise? Donc là, il y a une vraie réflexion autour de ça au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque pour mieux gérer et mieux valoriser l'ensemble de ces déchets. Oui, c'est bon, c'est net. Enfin, net. Un peu plus, on va dire. Effectivement, sur le port, on a à l'esprit la volonté de développer ce que l'on appelle un pôle écomatériaux. Donc effectivement, ça fait lien avec ce que disait Lionel juste avant. On a pu identifier sur le territoire un certain nombre de gisements, de déchets, comme on a pu le dire, de déconstruction, mais aussi de déchets industriels, que ce soit les laitiers de hauts fourneaux, des matériaux réfractaires, des matériaux inertes aussi. Enfin voilà, on a en tête ces gisements qui ont déjà trouvé un certain nombre de pistes de valorisation. C'est le cas d'Ecocem par exemple, qui valorise les laitiers d'Arcelor. Mais en fait, l'idée qu'on a derrière tout ça, c'est de proposer une solution centralisée sur le territoire portuaire de recueil de ces déchets, de mettre en place des solutions de traitement adaptées à chacun des matériaux qui seraient collectés pour ensuite les commercialiser et les revaloriser via des entreprises, que ce soit dans le BTP, dans la VRD aussi, en technique routière.
En fait, cette idée-là, elle part du fait que voilà, on est dans une démarche de transition sur le territoire où il faut limiter les émissions de CO2, limiter préserver la ressource. Et on sait tous, hein, le béton, par exemple, qui est un des matériaux, qui est le matériau de construction par excellence. C'est des matériaux qui font appel à ces ressources naturelles. Et l'idée, c'est de proposer des solutions alternatives pour valoriser ces bétons avec des matériaux alternatifs. Donc, on a déjà réalisé sur le territoire une étude des gisements, hein. C'était le tableau que vous avez pu voir auparavant avec tous les industriels une partie des industriels qui ont été sollicités, qui ont répondu pour partie. On a eu 8 bons retours d'industriels sur le territoire qui ont évoqué leurs différents gisements. On a les gisements aussi qui proviendront de la CUD dans le futur avec le projet MPNRU. Et on a les gisements aussi de sédiments dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les sédiments non immergeables. Donc l'ensemble de ces matériaux, voilà, on souhaite les valoriser, déjà les centraliser, hein, sur le port pour vraiment avoir une espèce de guichet unique finalement du matériau recyclé, hein. Ce sera a priori plus facile qu'aujourd'hui que d'aller voir chaque industriel un par un pour demander est-ce que vous avez ça que je pourrais réemployer, et le mettre à disposition des entreprises. Donc l'intérêt aussi de la place portuaire, c'est qu'on a une connexion multimodale, que ce soit par voie ferrée, par voie fluviale, par voie routière. Donc ça nous permettrait de faire venir aussi potentiellement par la suite des matériaux ou d'exporter les produits de ces traitements. Tu peux passer à la suivante. Donc le principe, il est très simple, hein. On collecte, hein, finalement sur le dépôt. On essaye de mettre en place un traitement adapté à chacun des matériaux. Donc des hydratations pour les sédiments, concassage, criblage, inertage pour plutôt les déchets industriels. Et après, on essaye de valoriser ces matériaux en granulats pour les remplir dans des ciments, des bétons, etc. Donc l'idée, c'est de mettre ça c'est de démarrer la mise en œuvre pour les matériaux dans les années qui viennent, hein. On pense démarrer avec un pilote sur une dizaine d'hectares en fait, et de monter en puissance dans les années futures avec la montée en puissance de l'outil. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans la démarche Dunkerque l'énergie créative, hein, qui sera subventionné si tout va bien dans le futur. Nous, la prochaine grosse étape, c'est de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour capter finalement des entrepreneurs qui pourraient exploiter ce site dans le futur. Donc affaire à suivre, mais c'est une démarche qui prend de l'ampleur et qui plutôt fédère un certain nombre d'industriels autour du projet. Alors sur le quatrième projet, donc ça c'est un projet que le Copal mène, c'est le développement d'un outil numérique qui permet aux entreprises de gérer leurs déchets. Donc là j'ai également une petite vidéo de présentation que je vous laisse regarder.
Voilà, donc le but de l'outil, c'est vraiment de faciliter la gestion, aussi d'avoir accès à une bourse aux déchets qui permet aux entreprises de dire, bon, bah, voilà, j'ai un déchet, ou bien à nous de dire, bah, est-ce que ce type de déchet vous intéresse quelqu'un? On fait une présentation la semaine prochaine, mardi et mercredi, sur une demi-heure. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. On a déjà pas mal d'entreprises qui sont inscrites, donc c'est plutôt positif. On est en cours de déploiement de cet outil, et cet outil qui nous permet aussi, bah, nous, en tant qu'animateurs, bah, de regarder le type de flux qu'il peut y avoir sur le territoire et de nous-mêmes détecter les synergies potentielles. Et enfin, dernier sujet, un peu nouveau de notre côté, on mène avec l'ADEME Hauts-de-France un projet qui se fait dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle FACET. Donc en gros, c'est faciliter l'application de l'économie circulaire au secteur du tourisme. Et donc il y a différentes étapes dans ce projet-là. Il y a des ateliers qui sont faits sur le territoire dans le but de détecter des projets. On va en accompagner, donc on a détecté des projets, on va en accompagner plusieurs. Il y a déjà le projet de valorisation des produits coquillés, donc tout ce qui est coquilles de moule, coquilles d'huître, coquilles Saint-Jacques, donc il peut provenir de restauration ou même de poissonnerie ou autre, et qui peuvent être valorisés justement pour des objets dans le secteur du tourisme. On peut faire plein de choses en fait. Et puis en plus, il y a un acteur sur le territoire de la CCHF qui s'appelle Écailles de Mer et qui travaille ce genre de produit. Alors, en fait, ça devient plus qu'un projet, ça devient vraiment le développement d'une filière en région. Et puis, il y a le sujet de la valorisation des bateaux de plaisance en fin de vie. Donc, ça peut être aussi un sujet ici. On sait qu'il y a des bateaux qui peuvent être dans un mauvais état. Il y en a encore qui coulent de temps en temps. Donc, il y a un éco-organisme qui existe et qui permet de valoriser. On sait qu'il y a des projets aussi sur le Dunkerquois, notamment d'entreprises qui vont gérer ce sujet-là. Donc, il y aura un guide qui sera réalisé à la fin de ce projet pour l'ensemble des territoires. Alors enfin, on va terminer sur la partie freins et leviers. Donc, je te laisse présenter plus les freins et leviers spécifiques au sujet du pôle écomatériaux. Ouais, rapidement, hein. Donc les freins techniques, hein, effectivement, la variété, la typologie des déchets qu'on peut retrouver, qui vont nécessiter des traitements différenciés aussi, ça paraît être un frein pas négligeable. On a aussi la qualité chimique, hein, des matériaux qu'il faudra qu'on regarde de près, puisque on a identifié que les déchets dangereux, ça pouvait pas s'inscrire dans cette démarche-là. Forcément les volumes, il faut un peu de volume pour que le projet apparaisse rentable. Donc voilà pour les techniques économiques. Il faut réussir à trouver une viabilité économique à ce projet, hein. Donc l'idée c'est de s'appuyer, quand on va récupérer ces déchets, qui est finalement une taxe, pas une taxe, mais une redevance de la part de ceux qui nous les fournissent, hein, pour l'acceptabilité, et derrière qu'on puisse les valoriser auprès des entreprises. Donc il y a un modèle économique qui est en train de se construire, mais il faut le stabiliser. Et il faut justement un marché suffisamment large pour valoriser ces produits. D'un point de vue réglementaire, forcément, on a la problématique du statut des déchets, qui est en train de changer. Enfin, il y a des évolutions qui arrivent, hein, mais voilà, ça reste toujours une question. Et aussi les normes. Les normes actuelles, par exemple sur le béton, on ne peut pas réemployer plus de 30% de granulats recyclés. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire évoluer aussi ces aspects-là pour valoriser un maximum de granulats recyclés. Pareil, dans la construction neuve, par exemple, on peut toujours pas utiliser de béton recyclé. Donc il y a encore des paramètres à faire évoluer pour que tout puisse se mettre en ordre de marche. Après, sur les leviers, hein, la chance qu'on a, mais j'en ai un peu parlé, c'est qu'on a un gisement qui est très important, hein, sur le territoire, de matériaux non inertes et non dangereux. L'idée, c'est vraiment de démarrer avec des volumes importants, hein, donc typiquement les laitiers. Et après, petit à petit, plus on va avancer dans le projet, se
se centrer sur des matériaux peut-être plus difficiles à gérer, mais une fois que le modèle sera bien stable. On a la possibilité, mine de rien, de développer des produits à forte valeur ajoutée, hein, avec de la vraie R&D derrière, hein, qui est donc très, très valorisable. Réglementaire, j'ai un peu déjà évoqué l'évolution du statut. On a quand même la chance et on travaille avec le CEREMA sur ces questions-là. On a les guides aussi, mine de rien, notamment en technique routière, béton, qui nous permettent de proposer des choses qui s'inscrivent dans les normes. Et ouais, comme je le disais, l'implication d'un grand nombre d'acteurs, dont les services de l'État, le CEREMA, pour nous accompagner. Voilà ce que vous voulez évoquer sur ces différentes thématiques. Je te laisse la main pour la suite, du coup. Oui, et puis dernier point sur les leviers, les freins. Alors j'ai un peu tout mélangé parce que finalement les freins sont vite transformés en leviers sur l'écologie industrielle et territoriale de manière générale. Alors, ce qui peut être un frein sur d'autres territoires, c'est la gouvernance territoriale et l'animation. Si elle est inexistante, c'est très compliqué de mettre en place une stratégie d'écologie industrielle sur le territoire. Sur le territoire dunkerquois, bon, on est avancé sur ça, forcément avec la gouvernance territoriale qui s'est mise en place. Et puis, bon, il y a le groupe de travail EUT qui existe. Enfin, alors, il y a différents groupes de travail parce qu'il y a énormément de sujets. Donc, tout faire sur un groupe, c'est un peu compliqué. Et donc, voilà, ça c'est du coup, c'est le levier du territoire. Il y a la partie formation, parce que sur ces sujets-là, c'est souvent, la formation est souvent sectorisée. Et il n'y a pas forcément de formation existante qui est transversale sur l'ensemble des sujets économie circulaire. On voit qu'il y a beaucoup de sujets différents, que ce soit sur l'énergie, sur les sujets matières, l'eau. Donc voilà, sur la partie, pour avoir des compétences multiples, c'est assez compliqué. Sur le juridique, on parle du portage des projets, hein, sur les gros projets. Quel est le portage juridique? Est-ce que c'est privé, public, public-privé? Quel type de financement? Par exemple, entrer des projets avec des industriels et puis un tiers investisseur. Enfin, voilà, il y a différentes choses qui peuvent être compliquées sur cette partie juridique. La partie financière, alors ça peut être un frein parce que forcément ça nécessite de l'investissement, mais on voit qu'aujourd'hui il y a quand même des projets qui sont rentables. Et puis quand on parle d'économie circulaire, en tout cas nous sur les actions qu'on mène chez Ecopal pour les entreprises, ça leur permet justement de faire des économies et du coup d'enclencher d'autres actions. On a cette volonté de proposer des actions avec un petit gain économique qui permettent d'attirer aussi les entreprises, de dire regardez, il y a forcément l'apport environnemental, hein, qui est juste en dessous, mais le fait qu'il y a aussi un gain économique attire les entreprises et les met dans le milieu de l'économie circulaire et puis leur donne envie de passer à d'autres actions. Ensuite, on a parlé des indicateurs. Donc le travail il est en cours et puis on y participe avec le GPMD et du coup avec l'ULCO sur ces indicateurs, parce que c'est pas forcément simple de comparer différentes synergies, différents territoires. Je parle toujours d'Ecosem avec finalement c'est l'indicateur du nombre d'entreprises, c'est 2, donc il y a 2 entreprises, mais l'indicateur du tonnage il est monstrueux. Et si on parle des collectes mutualisées d'Ecopal, bon, là, c'est 80 entreprises, donc l'indicateur il est différent, mais on est sur 500 tonnes. Donc du coup, voilà, c'est la complexité de la mise en place d'indicateurs sur ce type de projet, mais du coup, le travail est en train de se faire. Et puis après, la communication, c'est important de communiquer auprès des entreprises, d'utiliser aussi les têtes de réseau pour pouvoir communiquer sur l'économie circulaire, de faire remonter l'info. Et puis après, il y a le sujet marketing territorial. Comme tu disais, ça attire, l'économie circulaire attire. Il y a un travail à mener sur le territoire. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez des questions, du coup. Alors, il y a un petit complément de Sandrine, oui. Qui est en ligne dans le bureau d'à côté. Alors, je vais voir si... Je pense qu'il faut que je demande le contrôle et que Jean-François, tu puisses accepter. Alors, vas-y.
C'est bon? Ouais. Alors. Est-ce que tu essaies de partager là, c'est ça? Oui, je vais essayer de partager mon écran. Alors, juste 2-3 petites slides pour vous présenter en fait les travaux menés par la GUR sur la question et la problématique des déchets. Est-ce que vous avez... Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? D'accord. Ouais. Alors, il y a 15 jours, en fait, on avait présenté brièvement la partie des travaux en fait, que nous avions réalisés sur la toile des déchets ménagers, hein, que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, très rapidement, vous présentez le travail en cours réalisé sur la toile des déchets industriels. Cette démarche, comme l'a rappelé Franck dans mon introduction, s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat pluriannuelle établie avec l'ADEME autour de 3 grands volets, dont celui dont nous parlons aujourd'hui, hein, qui consiste à développer et expérimenter une méthode globale d'analyse des flux de matière. Donc l'idée, c'est de pouvoir parvenir à élaborer un schéma des grands flux de matière qui aurait plusieurs finalités. Celle d'offrir une synthèse des flux de matière par grande masse, hein, notamment au travers de l'exploitation des toiles déjà existantes, préciser les éléments clés de provenance, destination, transformation, pouvoir apporter des pistes et des opportunités en vue d'une meilleure préservation des ressources et également déceler les vulnérabilités et les dépendances des territoires vis-à-vis de certaines ressources. Alors, pour ce faire, cette méthode elle va s'appuyer d'abord, d'une part, sur la consolidation des approches écosystémiques qu'on développe, que vous connaissez sous l'appellation toile. Donc, on a déjà, au travers de la toile industrielle, de la toile de la transition énergétique et de la toile de la transition agricole et agroalimentaire, un certain nombre d'informations sur ces flux de matière, d'énergie et même d'eau, hein, parce qu'on peut y aussi intégrer la toile de l'eau industrielle qui nous permettent aujourd'hui d'approfondir la connaissance du métabolisme linéaire et du métabolisme circulaire de la région dunkerquoise. Alors, en matière d'écologie industrielle, de nombreux exemples existent, hein, sur le territoire dunkerquois et Lionel et Marc l'ont précédemment bien évoqué, donc je ne reviendrai pas sur ces exemples. Pour notre part, en fait, on n'avait pas encore véritablement abordé cette problématique des déchets d'activité économique au travers de nos toiles, même si on l'effleurait, qui représentent également des flux sortants et qui peuvent aussi représenter des ressources matières potentielles, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les flux sortants d'un établissement peuvent aussi constituer les flux entrants d'une entreprise. Donc là, le travail qui nous a occupé et qui va encore nous occuper dans les prochains mois, c'est de poursuivre ce travail de collecte de données, de réalisation d'entretien, pour recenser le plus finement possible les types de déchets d'activité économique présents sur le territoire et puis les modes de valorisation actuels, de manière à pouvoir aussi déceler quels sont les flux qui ne sont pas valorisés ou optimisés à leur juste valeur à l'intérieur de notre système. Et pouvoir aussi favoriser l'émergence de nouvelles synergies en fait, entre les entreprises, de manière à ce qu'elles puissent réutiliser entre elles ou alors engager des partenariats également avec les collectivités pour réutiliser leurs résidus de production. Donc, on accueillera pour renforcer un peu l'équipe en janvier un étudiant en stage dont la mission en fait consistera à formaliser un schéma des coopérations circulaires en Flandre-Dunkerque, à l'image de ce qui se fait aussi à Kalundborg au Danemark et qui augurera peut-être, pourquoi pas, on verra avec Jean-François, mais la construction d'une toile de l'économie circulaire. Voilà.